Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Stencia Yambogaza, avec qui nous allons parler de la beauté et ses injonctions. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage à Clémence Mouélé-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Du coup, Stencia, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci beaucoup, bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Du coup, je m'appelle Stencia, je suis plusieurs choses dans la vie, je suis danseuse professionnelle interprète, je suis entrepreneur aussi et cofondatrice de la soirée P3 Paris, qui est une soirée queer women only ouverte aux personnes transmasculines et non binaires. Et je suis également fondatrice du média Beautiful Pendere, sur lequel je parle des problématiques vécues par les personnes racisées et par les personnes queer racisées. Et j'ai notamment une émission qui s'appelle la Mental Health Radio que je tiens avec la radio Rins, sur laquelle j'invite des actrices de la scène artistique, musicale, culturelle parisienne et européenne à parler de santé mentale. Super, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que pendant l'épisode, on aura aussi l'occasion de parler de santé mentale, mais on verra bien comment les choses vont se goupiller. Mais du coup, déjà pour commencer l'épisode, ce que j'aime bien faire, c'est définir les mots-clés pour que les personnes qui nous écoutent puissent repartir direct avec les bonnes bases. Alors, si tu pouvais nous définir les termes beauté et injonction, et aussi pourquoi ces sujets t'intéressent également. Alors la beauté, c'est assez compliqué de la définir, je pense, mais la beauté, d'une part, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, et c'est ce qui va nous sembler beau, c'est ce qui va nous toucher, c'est ce qui va nous procurer des émotions positives, qui va nous faire du bien, et c'est ce qu'on va trouver visuellement ou en termes de sensations de bon, de beau, tout simplement, enfin voilà. Et les injonctions, en fait, ce sont en fait ces normes définies par la société, voilà, tout simplement. Et donc la question, c'était pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler de beauté, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai commencé à parler de beauté parce que à l'époque, en fait, je ne trouvais pas d'exemple de représentation qui me ressemblait. Voilà, je suis une femme noire, rasée, mais bon, à l'époque, j'avais encore des cheveux, on va dire. Et en fait, en grandissant, je ne voyais pas, que ce soit à la télévision, dans les médias, dans les magazines, je ne voyais pas de personnes qui me ressemblaient, et surtout de vision positive de personnes qui me ressemblaient, en fait. Et surtout, en fait, la société a toujours mis en avant un certain type de femmes noires en avant, donc des femmes noires qui vont être extrêmement claires, qui vont avoir des cheveux bouclés, voire lisses, et qui vont surtout avoir des traits acceptés par les sociétés européennes, blanches européennes en tout cas. Et donc en grandissant, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que la beauté, puisque je ne rentrais pas dans les cases normées de cette beauté justement définie par l'Europe. Et j'ai lancé du coup un projet qui s'appelle Beautiful People. Donc c'est l'ancêtre de Beautiful Pendere, du coup mon média. Et du coup je faisais donc des photographies de personnes et je me posais la question de qu'est-ce que la beauté. Donc après ce projet est devenu une exposition que j'ai exposée un peu partout en France, et je me questionnais beaucoup sur les injonctions, en tout cas ces normes en fait qui nous enferment, et ces règles qui définissent un certain type de beauté dans lesquelles moi je ne me reconnaissais absolument pas. Et voilà comment a commencé cette histoire. OK, c'est très beau ce que tu nous dis, parce que c'est important, d'avoir, ces rôles modèles pour pouvoir se construire et pouvoir évoluer. Parce que si on n'a pas de personne à qui s'identifier, déjà, c'est plus difficile, je pense, de se dire, par exemple: «Bah, tiens, c'est possible, je peux le faire moi aussi», et puis on va être enfermé dans une sorte de carcan, et ça convient pas à tout le monde, et c'est important de redéfinir les standards, en plus qui évoluent, hein, au fil des époques, c'est jamais les mêmes standards de beauté, qui sont mis en avant.
Du coup, en fait, ça m'amène à te poser, on va dire, 2 questions. Du coup, peut-être, hem, par rapport si tu nous as des indications sur comment les normes à la beauté se sont construites et secondement, puisque tu parlais de ton média, qui à la base était Beautiful People et j'aimerais bien comprendre ton cheminement pour qu'il soit amené à Beautiful Pandere, le pourquoi du comment, son évolution, parce que je me dis que ça peut être très intéressant. Ouais, alors, la première question, est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Comment les normes à la beauté se sont-elles construites? En général, tu veux dire? Ouais. Alors, bah, en vrai, tout dépend des sociétés et tout dépend de l'endroit où on se situe dans le monde. En Europe, en tout cas, les normes de la société, elles ont été construites et définies par des personnes, par une majorité, donc par des personnes blanches, qui estimaient en fait quelles étaient la norme et quelles étaient, que c'était ça la beauté en fait. Qu'être beau, c'était être blanc, avoir des cheveux longs, heu, avoir des yeux bleus, ouverts, et être mince. En tout cas, lorsqu'on est une femme. Donc c'est vrai que, ben, partant de ce principe-là, c'est assez compliqué parce que du coup, ben, on est tous différents. Qu'en est-il des personnes brunes, des personnes rousses, des personnes, qui se colorent les cheveux, enfin, bref, et qu'en est-il surtout des personnes qui font partie des minorités et qui arrivent après, en fait? Et qui sont à l'opposé de ce que, de ce que, ben, la majorité, estime être beau. Donc, à mon sens, c'est comme ça que ça s'est construit, en tout cas en Europe. Donc, majoritairement, ouais, par des personnes blanches qui ne voyaient les choses qu'à travers leur prisme. Et c'est aussi une vision extrêmement raciste aussi, ben, des choses, de la beauté, et parce que, ben, historiquement aussi, ben, le peuple blanc, en tout cas les personnes blanches, ont toujours eu cette place de colonisateurs vis-à-vis des pays qui étaient différents d'eux, des cultures qui étaient différentes d'elles. Donc, du coup, ben, il y a toujours eu je pense que les choses se sont construites aussi de façon, avec cette notion de supériorité, infériorité, et dès lors, en fait, qu'on estime qu'une culture ou qu'un peuple est inférieur à nous, ben, en fait, toutes les choses qui constituent ce peuple, tout ce qu'il y a autour de ce peuple sont du coup considérées comme inférieures, donc que ce soit la beauté, la culture, la nourriture, le langage, le style vestimentaire, tout ce qui constitue culturellement une communauté, quoi. Donc, à mon sens, voilà comment ça s'est construit. Je sais pas si c'est assez clair. Si, si. OK. Et concernant Beautiful People, alors, le cheminement, en fait, il s'est fait, bah, sur plusieurs années. J'ai commencé Beautiful People, il me semble que c'était en 2017. Ouais, 2017. J'ai fait mes premières expositions en 2018. J'ai beaucoup, beaucoup exposé. Pendant 2 ans, donc j'ai exposé à Lyon, à Bordeaux, à Paris, à Poitiers, enfin un peu partout en France comme ça. Et puis j'ai vendu mon exposition, et en fait, c'est pendant le confinement, en discutant avec mes amis, je on discutait de beauté justement, et en fait, on s'est rendu compte que, on avait toutes eu à peu près le même process. Quel a été le moment où on est parvenues à se trouver belles? Et en fait, on était là genre: «Bah, ouais, en fait, nous, quand on était petites», enfin, l'une disait: «Bah, voilà, moi, quand j'étais petite, je me trouvais pas belle parce que, ben, du coup, on se moquait de mes cheveux». Et l'autre disait: «Bah, voilà, moi, quand je suis arrivée en France, bah, je me trouvais pas belle parce que j'étais dans une école privée où il y avait que des personnes blanches qui se moquaient de moi, qui se moquaient de mon accent, qui disaient que j'étais, bizarre, que, ma peau ressemblait à du caca». Une autre disait: «Bah, moi, quand j'étais petite, je me trouvais pas belle parce que, bah, en fait, on se moquait de moi. On me disait que j'avais une tête bizarre, que je parlais bizarrement. On appuyait sur mon nez, on touchait mes cheveux en disant: "Ah, c'est bizarre, on dirait une éponge"». Enfin, toutes ces remarques nous ont construit d'une certaine manière, et en fait, pendant un certain temps, pendant de très longues années, on n'est pas parvenu à se trouver belle, et en fait, je me suis rendu compte que de la beauté découlait beaucoup de choses. De la beauté va découler, ben, ce qu'on estime, pouvoir, faire dans la vie. Ça va découler également, ben, ce à quoi on estime, avoir, droit et accès. Va découler également, ce qu'on pense être capable de faire ou pas. Donc en vrai, c'est toutes ces choses qui font que je me suis dit: «OK, en fait, il faut que je crée un espace, où il n'y ait que des personnes racisées qui parlent».
parce qu'en fait, j'en avais marre qu'à chaque fois qu'on faisait intervenir des personnes racisées dans des médias, leur parole, et elle l'est encore, hein, allait être remise en question. On allait surtout leur dire, ben non, mais en fait là, tu, tu te trompes, en fait, c'est pas comme ça que tu dois comprendre les choses, c'est pas comme ça qu'on a voulu dire les choses, mais on les dit quand même comme ça. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup, qui m'énervait beaucoup, et je me suis dit, bah, en fait, vas-y, je vais créer un espace où il n'y aura que des récits et des histoires et des témoignages de personnes racisées qui vont raconter leur histoire, et parce que eux l'ont vécu, et ben d'autres aussi qui ont vécu les mêmes choses pourront relate. Et ça a commencé comme ça, et du coup j'ai fait énormément d'interviews, et, et puis après j'ai commencé à parler de santé mentale il y a 1 an et demi, toujours chez les personnes racisées. OK. Bah, merci pour cette présentation. Juste rebondir un peu sur ce que tu nous as dit, parce que je trouve ça très intéressant, ce cheminement ou même, ta présentation, historique, des choses selon ton point de vue. Hem, En fait, ça me fait penser à ma conversation avec Asli Sio, sur, le féminisme intersectionnel, parce qu'en fait, on disait que c'est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas de cours sur tout ce qui peut être empathie, accueillir la différence, et ça peut enfin, c'est hyper important, je pense, notamment chez les enfants, parce que du coup, le racisme, il est là aussi puisque, je pense que les enfants, ils peuvent entendre des choses, ils les répètent ou même ils comprennent pas, et du coup, je pense que dès le début, enfin, miser sur les soft skills, ça pourrait vraiment être quelque chose, bah, d'important pour plus d'égalité et plus de compréhension de l'autre, parce qu'en fait, il y a aussi la peur de l'autre qui peut être là. Il y a plein de facteurs qui peuvent être en compte, alors que si on accueille la différence, si on peut, inciter tout le monde, bon, ça peut être une vision un peu bisounours des choses, mais au moins à essayer de se comprendre. Je pense que, enfin, il faudrait plus de bienveillance et d'empathie dans ce monde pour que les choses avancent. Et en tout cas, bah, je trouve ça super ce que tu as fait avec la création de ton média pour donner un espace de parole aux personnes concernées qui n'avaient pas ces espaces, auparavant. Et bah, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que moi aussi, dans mon podcast, je veux faire intervenir, des personnes racisées également pour pouvoir libérer cette parole, donner ces espaces et montrer, bah, on n'est pas seul, on peut apprendre plein de choses les uns des autres, et c'est ça qui est merveilleux, en fait, dans tout ce qui existe dans la vie aujourd'hui, quoi. Oui, oui, complètement, ouais. Et c'est important de le faire. Ça me fait penser, par rapport à ce que tu disais, comme ça je vais rebondir sur 2 choses que tu m'as dit, qui me semblent essentielles. C'est en fait, tu parlais avec tes amis à quel moment où tu te sentais belle, et du coup, toi, quel a été ton moment? Et également, tu disais qu'il y a 1 an et demi, tu as parlé enfin, tu parles de santé mentale sur ton média, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu prendre, cette branche-là en particulier? Moi, je pense que le moment où en tout cas je me suis trouvée belle, ça a été, en vrai assez tard, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, parce que, bah, à cette époque-là, je sortais d'école de danse, et en fait, les profils comme le mien étaient, beaucoup recherchés, et en fait, c'est parce que du coup, et c'est triste, mais c'est parce que du coup le regard des autres a changé sur moi, parce que ça aide également, que je suis parvenue à me trouver belle. Et pourtant, je viens d'un foyer où on m'a toujours répété que j'étais belle, où on m'a toujours valorisée, etc. Mais je n'y parvenais pas, parce que quand je sortais de chez moi, bah, en fait, on me disait que j'étais moche. Et du coup, c'est vrai que ouais, c'est important de. C'est ça, en tout cas pour moi, ça arrivait à ce moment-là précisément, je m'en rappelle. Et dès ce moment-là, en fait, ben voilà, ça a changé. Et surtout, ce qui m'a vraiment aidée, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est vraiment la ballroom scene, donc la scène voguing. Dès lors que je suis rentrée dans la ballroom scene, donc en 2017, parce que du coup j'étais dans un espace avec des personnes qui me ressemblaient, qui étaient comme moi, et où ma beauté était célébrée, tout a changé. Tout a changé. Du coup, mon rapport avec moi-même a changé également. Et la deuxième question, c'était? Le fait que tu as embrayé sur la santé mentale il y a 1 an et demi, pourquoi ce sujet en particulier? J'ai commencé à parler de santé mentale, il y a 1 an et demi, parce qu'il y a 2 ans, en fait, j'ai vécu tout simplement un burn-out et une dépression, et que ça avait été, mal reçu, en tout cas par certaines personnes, pas compris, et je me suis rendu compte, en fait, que c'était quelque chose d'assez fréquent dans les communautés afrodescendantes, et que c'était un réel problème, et parce que le tabou, parce que aussi historiquement, bah, en fait, on nous apprend à faire preuve de résilience face à toute épreuve, que, bah, en fait aussi, quand on remonte, bah, historiquement, voilà, les peuples afrodescendants sont les peuples qui ont vécu, les choses les plus difficiles, et qui continuent encore de vivre des choses, extrêmement difficiles, même si c'est nié de la part, de certaines personnes, mais c'est réel. Et mmh et ouais, et du coup, ben,
de par ça, on a du mal à dire quand ça va pas, on a du mal à en parler et c'est vraiment au sein même de ces cultures-là, c'est compliqué. C'est pas quelque chose, qui est normal, en tout cas, c'est extrêmement tabou que de parler de ça et c'est pour ça que j'ai commencé à en parler parce que je voulais en fait montrer que j'étais pas la seule et que on vivait tous et toutes ça et depuis que j'ai commencé à parler de ça, ben, je me rends compte en effet que beaucoup de personnes vivent des choses extrêmement difficiles mais n'en parlent pas et j'ai voulu en parler notamment au sein des... Enfin, en tout cas, de faire intervenir des actrices de la scène artistique et musicale et culturelle parce que ben, précisément aussi dans ces espaces-là, dans ces industries, on ne parle pas parce que ce sont des industries du beau, du divertissement, où en fait on nous demande de délivrer des performances et d'être toujours effectif, de toujours être au top malgré tout et de divertir en laissant nos sentiments et nos problèmes à la porte. Sauf que ça n'est pas possible et qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui ont recours à des béquilles, qu'il s'agisse de béquilles chimiques ou même qui s'enferment en fait dans leur tête et qui parfois finissent même par commettre l'irréparable parce que ben, ça va pas quoi. Ouais, merci d'avoir répondu à cette question. Du coup, je vais encore une fois rebondir en te reposant des questions par rapport à tout ce que tu m'as dit. Déjà, tu parlais de la scène Woogin, parce que tu pouvais nous le définir, ce que c'est, pour commencer? Alors la ballroom scene, c'est du coup une scène qui a été créée aux États-Unis au milieu des années 80, fin des années 80, par les femmes trans, latinx et afro-américaines. Donc c'est un espace qui a été créé pour ces communautés-là, donc pour les communautés queer, donc LGBTQIA+, dans le désir en fait d'avoir un endroit où ben, en fait ces communautés existent sans s'excuser, sans être traitées de freak, sans être vues bizarrement, mais où au contraire elles sont célébrées et où le fait d'être différent est le plus célébré. Et en fait, c'est clairement une famille hors de la société, une société dans la société qui a été créée. Et en fait, des États-Unis, après, cette communauté s'est installée en France, donc dès 2010. Et du coup, c'est Mother Nikki, Gorgeous Gucci et Mother La Sandra Ninja qui ont importé du coup en France la culture ballroom scene, enfin la ballroom scene en elle-même. Et voilà. Et j'en fais partie depuis 2017. OK, très bien, ouais, merci, pour ces précisions pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sauraient pas ce que c'est important et même comme ça peut donner des endroits pour se renseigner, pour rejoindre ces endroits, ces communautés queer, parce que je pense que c'est aussi important de libérer la parole aussi à ces sujets-là pour que les personnes ne sont pas au courant, quoi. Oui, alors c'est important. Après, c'est vrai que la ballroom scene, c'est vraiment un espace qu'on veut pour nous, parce que c'est vrai que depuis ces dernières années, c'est une communauté qui est extrêmement devenue mainstream, parce que les médias s'y intéressent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proviennent de la ballroom scene, qui travaillent, qui sont visibles. Je pense à Kiddy Smile, je pense à Kiona, qui a fait Danse avec les stars. Je pense à Vinnie Revlon, à Gisèle Revlon, à Mariana Benengue, moi-même, à Mother Lassandra Ninja, qui travaille avec le Ballet National de Marseille. Enfin, toutes ces personnes en fait qui sont issues de la ballroom scene et qui la font briller en fait à l'international, Abby Beach. Enfin voilà, toutes ces personnes-là. Euh, et en fait, parce que du coup, bah, on l'a fait briller et on la représente, et ben c'est vrai que ça, beaucoup de personnes en fait s'y intéressent et veulent intégrer la ballroom, mais en fait il faut être invité parce que vraiment c'est notre espace, c'est important de le dire et c'est quelque chose sur lequel on appuie beaucoup. Mais Vinnie Revlon fait un travail exceptionnel en fait justement et il permet justement de d'ouvrir un peu plus une petite fenêtre pour permettre du coup aux personnes qui n'en font pas partie, parce qu'il organise en gros des balls un peu partout en France et du coup il permet justement à ce que des personnes qui ne font pas partie de la ballroom scene y aient accès sous conditions on va dire, mais voilà. Ah oui, d'accord, OK, j'avais pas compris, Ouais, qu'il fallait être invité, donc merci de ces précisions, c'est mais en tout cas ouais Vinnie Revlon de la House of Revlon c'est la première légende française. Il fait un travail exceptionnel en France pour justement permettre aux personnes intéressées de s'y intéresser, mais avec beaucoup de respect, quoi.
Oui, oui, je comprends ce que vous pouvez pas accueillir, n'importe qui dans votre communauté, ce qui est logique parce que vous voulez être aussi entre vous, quoi. Mmh Ouais, mh. c'est important. Ça reste un espace safe, quoi. Ouais, ouais, je comprends. OK, bah, merci pour ces précisions et pour continuer avec les autres questions, que j'avais notées, par rapport à tes précédentes réponses, déjà, en fait, je me demandais aussi maintenant, comment tu fais pour cultiver, ton amour de soi? Plus on est confronté à soi, plus on est face en tout cas pour ma part, plus j'ai été confrontée à moi-même et à des choses, challengeantes et plus j'ai appris à me connaître et donc du coup, ben, j'ai un rapport, qui évolue avec moi-même aussi. J'ai 30 ans donc je me connais mieux, je m'aime, de façon inconditionnelle et surtout, ben, en grandissant, on apprend à poser ses limites, on apprend à plus se respecter, à s'aimer davantage, à mieux se comprendre, à mieux, et aussi à s'entourer de personnes qui nous font du bien parce que ça joue aussi. Et du coup, voilà, on fait la paix avec beaucoup de choses. La thérapie aussi, ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidée, j'en ai eu besoin à un moment et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et voilà. Non, c'est très beau ce que tu dis. Bah, justement, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est carrément mon objectif de 2024, et je suis en cours de travail dessus parce que pour moi, s'aimer de façon inconditionnelle, c'est s'aimer quand tu fais des choses bien, ça c'est sûr, mais quand tu fais des mauvaises choses, des mauvais choix, il faut s rester bienveillant envers soi-même et c'est vrai que c'est un exercice, hein. Ouais et pour moi, c'est un travail de tous les jours en vrai, tu vois? Il y a pas de fin, il y a pas de ligne d'arrivée, quoi. C'est quelque chose que tu cultives tous les jours et c'est ouais, c'est pas simplement genre, ouais, on le dit comme ça: «Oui, travaille sur toi» et non, c'est vraiment genre, c'est dur, c'est pas facile. Il y a des jours où voilà, c'est plus compliqué que d'autres, comme tout le monde, je pense. Mais en fait, il faut toujours rester bienveillant avec soi-même et ouais, c'est un travail de tous les jours. Oui, c'est un travail où on doit rester en permanence focus et puis de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, on est des êtres humains et c'est normal, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, vu que tu parlais, du coup, de santé mentale, parce que vu que tu as vécu un burn-out, du coup, si je comprends bien, la thérapie, c'est quelque chose qui t'a pu t'aider à sortir de tout ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé? Enfin, il y a la thérapie et sûrement d'autres choses? Moi, ce qui m'a aidée, bah, ouais, en effet, c'est la thérapie, c'est l'entourage aussi, c'est le fait d'accepter que ça allait pas, c'est le fait de me voir aussi, d'arriver à ce point de non-retour avec moi-même pour pouvoir rebondir et me dire: «Bah, non, en fait, c'est pas possible, il faut que tu prennes soin de toi» et ouais mais la thérapie, c'est vrai que ça a été quelque chose de super important et ça n'a pas été facile. En tout cas, le process d'aller en thérapie n'est pas facile, mais il est nécessaire et pour moi, en tout cas, il l'a été et je suis très contente, ouais, d'avoir vécu ça et d'être passée par là. Mais c'est vrai que, ben, c'est ce qui m'a je pense que ce qui m'a aidée, c'est aussi la rigueur que j'ai eue avec moi-même, les routines, hem, parce que j'estime que, ben, l'amour de soi passe aussi par ça, en fait, par le fait d'être hyper rigoureux avec soi, le fait d'être, comment dire? D'être dans une routine, très rigoureuse, de faire du sport, de faire des choses qui me nourrissent, de créer beaucoup et surtout pour moi, c'était important surtout de transformer toute cette, expérience, extrêmement difficile en quelque chose de très positif et c'est ce que je suis parvenue à faire. OK, du coup, par rapport à ce que tu nous disais, je me disais que ça pourrait être bien, peut-être tes conseils pour comment on fait pour trouver un bon psy pour soi-même? Parce que c'est pas forcément évident, comme tu le disais, la démarche d'aller chez le psy et puis encore plus ça peut être encore plus compliqué si c'est pas évident de trouver la personne, qui est faite pour toi, enfin pour écouter, tes soucis, tes problèmes, pour t'aider à aller de l'avant et je me dis que ça pourrait être bien enfin toi, comment tu as fait en tout cas pour trouver quelqu'un qui te correspondait? Bah, en vrai, ça, je pense que je dirais pas que c'est pas un conseil que je peux donner, mais en fait, c'est propre à chacun, dans le sens où je ne suis personne pour dire: «OK, pour trouver un bon psy, il faut faire ça». Il y a pas de tips. Je pense que comme pour tout, en vrai, tu vois, c'est l'énergie qu'on va ressentir au contact de son thérapeute. Moi, c'est vrai que bah, à l'époque, je cherchais quelqu'un et puis je suis allée sur Doctolib et il y avait un endroit, un quartier en tout cas où je voulais vraiment me rendre, où je me disais: «Vas-y, j'aimerais bien aller là pour, si je vais en thérapie», parce que c'était un endroit qui me faisait du bien à l'époque. J'ai cherché dans ces alentours-là et j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel et qui me correspondait complètement et tout s'est passé de façon hyper, fluide juste après ça, quoi et je pense que, ouais, le conseil que je pourrais donner, c'est juste de trouver peut-être quelqu'un qui une personne avec laquelle on se sent safe et écouté et pas jugé, quoi, parce que parfois ça peut arriver de tomber sur quelqu'un de pas safe
Et je pense que, ouais, il y a pas vraiment de règles ou de conseils, mais je pense que c'est simplement, ouais, de trouver un comme pour un médecin généraliste, de trouver quelqu'un avec lequel on se sent bien, tout simplement. Ouais, de ce que je comprends, il faut suivre son instinct et son feeling avec la personne pour voir si, bah, ça match tout simplement. Parce que c'est vrai, toi tu dis ce que tu dis, c'est vrai, c'est des questions d'énergie vibratoire entre êtres humains, Ouais, que faut trouver une énergie similaire à la sienne, pour pouvoir, bah, avancer. Enfin, de toute façon, c'est pour tous les énergies, je pense, l'amitié, également ça en fait partie, l'amour aussi, quoi. exactement. Et aussi par rapport à ce que tu disais, parce que du coup, je suis complètement aussi en phase, bah, que ce soit avec ce que tu disais sur la psy, parce que moi aussi, je suis enfin, je sais pas si tu la suis encore, mais moi je suis actuellement, une psy et je trouve ça super, pour ma santé mentale, c'est hyper important et même, les routines, ce que tu dis, faire du sport et cetera, enfin, c'est des choses qui sont, hyper importantes, enfin même manger, équilibré, sortir, c'est et même ce que tu disais, c'est important aussi de trouver des choses qui nous nourrissent personnellement et toi, du coup, je sais que ce qui te nourrit, c'est aussi tout ce qui est en attrait avec la danse, et du coup, comment toi tu as fait pour, bah, savoir que ça te nourrissait, plus que tout? Ben, alors déjà, bon, pour répondre à ta première question, non, je suis plus en thérapie parce que ça fait un petit moment déjà, ça fait plus d'une année, un truc comme ça, puisque j'en ressens plus le besoin. Mais en fait, la danse, pour moi, c'est toute ma vie, quoi. Donc c'est, autant l'endroit autant, bah, quand ça va pas du tout, je suis incapable de danser et autant, bah, quand ça va pas et ben, c'est le truc dont j'ai besoin. Oui, quand ça va surtout, pour extérioriser et être bien. Et ouais, la danse, ça a vraiment été, un espace, et c'est un espace, safe à travers lequel je veux raconter le plus d'histoires et j'ai la chance que ce soit mon métier et voilà quoi. Mais c'est vrai que ouais, ça a toujours été le moyen à travers lequel, je raconte des histoires, donc la mienne, mais pas que. Hem, donc voilà. Et du coup, comment tu racontes des histoires à travers la danse? Parce que c'est vrai que moi, je m'y connais pas du tout, dans ce sujet-là. Bah, à travers l'interprétation, à travers en fait, tout bêtement quoi, en racontant des histoires, tout simplement. Il y a pas de moyen, il y a pas de: «OK, on prend une feuille». Comment raconter des histoires dans la danse? Non, c'est de la communication non verbale, c'est quelque chose qui se ressent, qui ne se parle pas donc et qui se danse tout simplement. Donc du coup, les histoires, elles se racontent avec le corps, avec, les émotions, avec, les intentions, avec plein de choses différentes quoi, mais on peut faire passer, 1000 messages sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est propre à l'art, c'est propre à chacun, à notre propre interprétation personnelle en fonction de notre vécu, nos expériences, de comment on se retrouve dans la personne. Donc, ouais, c'est aussi une histoire aussi d'énergie, à ce moment-là également, je pense. Exactement. Je pense que ouais, c'est que c'est une histoire de moment, de comment on se sent à tel moment de notre vie, enfin c'est je sais pas, c'est ouais, c'est juste raconter des histoires, je saurais pas comment dire ça autrement, mais c'est tout bêtement quoi, ouais, raconter des histoires. Merci de ces précisions. Je voulais aussi revenir, par rapport à ce que tu disais que, enfin, c'était assez fréquent et tabou dans les communautés afrodescendantes et je voulais savoir s'il y avait des raisons par rapport à ça? Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en vrai, historiquement en fait et culturellement, c'est on apprend en fait aux communautés, afrodescendantes, à faire preuve de résilience face à toutes les agressions et micro-agressions qu'elles vivent depuis toujours. Que ce soit l'esclavage, que ce soit la ségrégation, que ce soit le racisme systémique, que ce soit, la enfin, toute forme de xénophobie, enfin voilà, tu vois? Genre, on nous apprend en fait, au quotidien de façon hyper insidieuse on nous apprend à nous taire et à travailler de plus pour être vus comme les autres mais en nous disant: «Mais en fait, vous ne serez jamais vus comme les autres», donc de par tout ça, en fait, bah, il y a beaucoup de personnes qui se disent: «OK, on va faire le moins de vagues possible, on va le moins parler possible, on va faire le moins ouais, de bruit possible» et du coup, on accepte et on prend sur nous et de par ça, bah, en fait, on tait, beaucoup de mots, et cette forme de résilience-là, bah, elle nous fait défaut, quoi, parce qu'après ça crée des situations assez compliquées où on ne parvient plus à dire les choses et à se dire les choses et surtout à dire quand ça va pas. Il y a aussi cette notion de black joy aussi où, bah, en fait, on attend des personnes noires, par exemple, d'être tout le temps heureuses, d'être, ah voilà, t'es en Afrique, il fait beau, il fait chaud, même si c'est la misère grossièrement, parce que c'est pas la misère, l'Afrique est un pays aussi extrêmement riche, il y a des personnes qui sont extrêmement riches.
beaucoup même, mais cette, idée reçue que oui, en Afrique, c'est la pauvreté partout, mais parce qu'il fait beau et parce qu'on a la main sur le cœur, et ben en fait, on a toujours le smile. Enfin non, c'est alors oui, c'est une réalité, mais c'est pas non plus la réalité totale, et je pense que ben on a appris aussi à ces communautés-là à être dociles, tout simplement, et à accepter parfois l'inacceptable. Mmh. Mais ouais, je trouve, l'épisode que j'ai fait avec Ashley Chio sur, le féminisme intersectionnel, il est vraiment complémentaire avec le tien parce que ça me faisait penser, qu'elle m'avait dit que, on demande toujours aux personnes, racisées comment faire face au racisme, mais on demande jamais, l'inverse en fait, comment on fait pour arrêter d'être raciste? Exactement, et je pense qu'en fait la question en fait elle arrange les personnes, privilégiées, parce que du coup ça leur permet de ne pas se remettre en question et de pas remettre en question leurs privilèges, qui est indéniable pour ces personnes quoi, enfin impossible en tout cas. Donc ouais, je pense que c'est la question devrait être prise autrement, et juste comment faire en fait pour que les personnes, ben, majoritaires et stop ces idéologies racistes et arrêtent en fait, tout simplement. Mmh. Après, je pense qu'une des clés qu'on peut avoir, dans personnes privilégiées, par exemple, ce serait, bah, du coup, de donner la parole aux personnes, racisées dans des ou créer des espaces, pour, bah, faire libérer cette parole et montrer que, bah, on peut avancer, tous et toutes ensemble. Il y a aucun souci et on prend un pas de recul et on écoute, en fait, tout simplement, les expériences de chacun et chacune, parce qu'on ne vit pas les mêmes situations, parce qu'il y a plein de choses qui à prendre en compte, le genre, le sexe, tout ce qui est, la couleur de peau, tout ce qui est, la religion, enfin Ouais, bah, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense que au-delà de ça et au-delà de ces espaces créés, c'est important de le faire. Je pense que les personnes, bah, les personnes blanches, en fait, les personnes majoritaires doivent, simplement se questionner aussi sur leurs privilèges et sur leur position, sur les situations qu'elles n'auront jamais à vivre mmh, parce parce qu'elles ne sont pas racisées, tout simplement, et les positions dans lesquelles, elles peuvent, mettre, les personnes qui le sont, tout simplement, quoi. OK, ça marche. Bah, si tu veux, on peut passer, vu que tu dois bientôt nous quitter, on peut passer, tranquillement vers la conclusion. Comme ça, on a le temps, tu le temps de partir et voilà. Alors, du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce qui a été, un échange très enrichissant, comme tous les épisodes que je fais avec Matrimoine féministe, du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ben, je pense une des choses que j'aimerais dire, c'est continuons à créer des espaces safe pour les personnes, qui en ont besoin. Voilà, continuons à créer des espaces safe pour les minorités, continuons à créer des espaces safe où toutes les paroles sont entendues, considérées, où toutes les expériences sont reçues, et surtout créons de plus en plus d'espaces où nous, on se sent bien, on se sent libre, d'être qui on est surtout. Ta démarche elle est trop cool, tu vois? Parce que du coup, ben, tu donnes la parole à plein de gens, et c'est important. Et surtout soyons, bienveillants et les uns avec les autres. C'est important, on en a besoin aujourd'hui, encore plus dans le monde dans lequel on vit, où il se passe, énormément de choses. Mais voilà quoi. En tout cas, si je devais dire quelque chose, ce serait ça. Bah, merci pour ton mot de la fin. Bah, de toute façon, je mettrai, en description tous les liens pour pour te contacter tout simplement, parce que pour échanger des expériences, voilà, je vous invite auditeurs, auditrices à contacter, bah, que ce soit Stencia ou tous mes autres invités, je trouve ça hyper essentiel, pour, forger son esprit critique et découvrir des expériences qui sont, différentes de notre prisme à nous. C'est important. Ouais. Et du coup, alors pour continuer avec les questions de la conclusion, qui sont tes rôles modèles du coup? Mes rôles modèles, bah, j'en ai autour de moi, tu vois? Bah, forcément ma maman, tu vois? Les femmes qui m'entourent, ma sœur, hem, une amie que je considère comme une sœur, Mariana Benengue, qui est exceptionnelle et qui fait un travail exceptionnel. Hem, Martine Bock aussi, des femmes,
Ouais, exceptionnels qui m'entourent, des artistes aussi, Balogi, c'est un réalisateur exceptionnel, Bonnie Banane, dont je trouve le travail exceptionnel, hem, l'artiste Kelela que je trouve exceptionnel, Bell Hooks, qui m'a fait beaucoup de bien et que je trouve exceptionnel également. Là comme ça, ouais, tellement, tellement de personnes et toutes les personnes en vrai qui décident de donner la parole et de créer des initiatives. Et voilà, grossièrement, je pense que ouais, je pense à ces personnes-là. Là, comme ça, je réfléchis en même temps. Mais ouais, Stacy Emily, enfin voilà quoi, toutes ces femmes. Donc, des beaux rôles modèles. Des bons rôles modèles, on essaye. Et du coup, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors, déjà, je pense que vous devriez, tout dépend de ce que vous cherchez. Déjà, première ressource, vous-même, puisque vous êtes une ressource, soyez votre propre ressource. Je conseillerais aussi, ben, forcément les écrits de Bell Hooks, qui font beaucoup de bien. Je recommanderais également Nesrine Slaoui, qui fait un travail exceptionnel également. Je recommanderais aussi le podcast Kif Taras. Je vous recommanderais également le travail de Mariana Benengue, qui fait un travail exceptionnel. Je vous recommanderais aussi, si vous en avez envie, mon propre podcast sur la santé mentale, disponible sur Rins. Et puis voilà. Alors attends, je regarde juste Kif Taras, est-ce que parce que je connais pas cette personne. C'est, Grace Lee et Royaka Diallo, c'est elle? Okaya Diallo. Bah, merci en tout cas de la recommandation, j'irai voir tout ça. Et du coup, que signifie le terme féminisme pour toi? Féminisme pour moi, c'est... Très bonne question. Le féminisme pour moi, c'est être pour les femmes, toutes les femmes, se battre pour les femmes, toutes les femmes. Tout le monde devrait être féministe, pardon. Le féminisme pour moi, c'est la liberté, c'est le pouvoir, c'est la vulnérabilité, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est le vivre ensemble, c'est l'être ensemble, c'est la compréhension, la bienveillance. Euh, et c'est, ouais, encore une fois, se battre pour les femmes, pour toutes les femmes et pour toutes les minorités oubliées. Mmh, je te rejoins complètement sur ta définition du féminisme qui est très belle et très actuelle. Et bah, du coup, la dernière question, c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine Féministe? Bon déjà, je pense direct à Rokhaya Diallo, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Rokhaya Diallo, ouais. Je pense Rokhaya Diallo, ce serait très cool. Ouais. Rokhaya Diallo, Martine Bock, euh, Mariana Benengue, ouais, ces personnes-là. Trop bien. Bah, en tout cas, bah, encore merci pour, cet échange ensemble, c'était très enrichissant. Merci à toi. Bah, du coup, bah, je vous dis ciao ciao à toutes les personnes, qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!